Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. On va beaucoup parler d'Europe ce soir parce que c'est vraiment un sujet qui s'impose dans l'actualité et même dans le débat de la présidentielle. Vous aurez d'ailleurs vous-même tout à l'heure un débat avec Jean Leonetti, le ministre chargé des Affaires européennes. Mais auparavant, je vais vous poser quand même quelques questions, bien sûr. Et je voudrais vous faire réentendre votre réaction sur cette antenne BFM TV. C'était juste après le discours de Nicolas Sarkozy à Toulon. Et il nous a décrit ce que j'ai appelé l'Europe à la schlag, c'est-à-dire l'Europe des budgets communs, l'Europe de la perte de notre liberté, l'Europe des sanctions, l'Europe de la majorité qualifiée, l'Europe qu'il est en train de construire, non pas avec Angela Merkel, mais sous les ordres d'Angela Merkel. Ce qu'il a décrit, c'est l'abandon de la souveraineté de la France. Ça, ce sera un discours effectivement fondateur, parce que fondateur dans le sens où c'est la fin aujourd'hui. Si on suit Nicolas Sarkozy dans cet axe-là, c'est la fin de la France libre. Alors la France libre, ça a une connotation historique évidente. C'est pas excessif ? Ah non, je crois pas du tout. Non, il faut bien être conscient de ce que Nicolas Sarkozy a dit lors de ce discours de Toulon 2. Il a dit très clairement qu'il acceptait de transférer un des derniers pans qu'il restait de souveraineté à la France, qui est la liberté de décider de ses budgets. J'ai eu l'occasion, pour que les Français soient conscients de ce que ça représente, de dire que c'est une mise sous tutelle, de la même manière que, à titre individuel, Madame Bettencourt a été mise sous tutelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus signer ses chèques sans une autorisation extérieure. Eh bien, la France serait pareille. Elle ne pourrait plus signer de chèques sans une autorisation extérieure. Les Français n'auraient plus le droit de déterminer leur budget. Et ce qui fait le fondement de la démocratie, c'est-à-dire le consentement à l'impôt, disparaîtrait. C'est un changement radical, c'est vrai. C'est l'abandon de la démocratie, c'est l'abandon de la souveraineté. Je sais bien que la France est un vieux pays, mais le comparer à une dame âgée, tout de même, il y a la possibilité d'avoir une souveraineté partagée. Oui, avec d'autres pays qui sont dans le même club, le club de la zone euro. C'est ce qu'on a dû dire à Madame Bettencourt, qu'elle allait partager sa liberté avec la personne avec son tuteur. Oui, sûrement, on a dû lui dire ça. La réalité, c'est que il s'agit d'États qui sont à égalité les uns avec les autres dans une zone euro. La souveraineté partagée, ça n'existe pas. La souveraineté, c'est la souveraineté. C'est exactement contraire au partage, voyez-vous. Ça ne se partage pas. La liberté, justement, c'est le soin de pouvoir laisser au peuple français la direction de son avenir, le choix ultime. Or, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il propose, par exemple, la majorité qualifiée, il faut que les Français sachent ce que ça veut dire. Ça veut dire que la majorité des pays pourrait voter pour imposer à la minorité qui refuserait de voter un fonctionnement, une manière de fonctionner. Eh bien, le droit de veto disparaîtrait. Ça veut donc dire que l'on pourrait se voir imposer par une majorité de pays des décisions que le peuple français refuserait. Il n'a pas dit que le droit de veto disparaîtrait. Il y a déjà beaucoup de décisions. Le principe de la majorité qualifiée, c'est ça. Mais il y a déjà beaucoup de décisions au niveau européen qui sont prises à la majorité qualifiée. Vous le savez bien, puisque vous êtes députée européenne. Définitivement, l'ensemble des décisions seraient prises à la majorité qualifiée. C'est la fin du droit de veto. La majorité qualifiée, c'est l'inverse du droit de veto. Alors, je voudrais vous faire écouter ce que disait sur la souveraineté Dominique de Villepin, qui est de tradition gaulliste. Chez les gaullistes, on est très anxieux de maintenir la souveraineté. Il était ici dimanche dernier à votre place. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a toute une série de domaines où nous avons perdu toute souveraineté, et nous le voyons tous les jours, face aux marchés financiers. Et donc, se doter d'une Europe plus intégrée, plus fédérale, dans le cadre d'une zone euro, c'est retrouver des marges de souveraineté, c'est accroître notre souveraineté. Oui, il s'apprête à rejoindre Nicolas Sarkozy, par conséquent... Il l'a dit avant lui. Par conséquent, il est capable de tordre la vérité, de torturer la vérité jusqu'à ce qu'elle avoue n'importe quoi. Vous ne croyez pas qu'on est plus fort à plusieurs? Vous imaginez, la France seule devant la Chine? Non mais monsieur, ça fait des années qu'on nous explique qu'on va être plus fort à plusieurs. Mais c'est une réalité. Et ça fait des années que nous sommes plus faibles à plusieurs. Ça fait des années, on nous a expliqué qu'avec la monnaie unique, nous serions plus forts, que nous allions construire un espace qui pourrait faire le pendant aux États-Unis, qui serait l'espace du monde le plus puissant économiquement.
ça a été le plus faible. L'Union européenne, la zone euro, a eu la croissance la plus faible du monde dans les 10 dernières années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre continent est en faillite et que l'échec de la monnaie unique apparaît à tous de manière éclatante. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer le continent plutôt? Vous imaginez la France avec ses 65-67 millions d'habitants face à la Chine, 1 milliard, je ne sais pas combien, 300 millions? Je l'imagine assez bien, oui, monsieur, je l'imagine assez bien. Oui, oui, je pense que la France est beaucoup plus forte que ne l'expliquent nos dirigeants qui ont d'elle une vision qui leur ressemble petit, faible, soumis. La France est un pays fort, c'est la 5e puissance du monde, elle est encore capable d'imposer ses vues lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. C'est marrant, voyez-vous, monsieur Mazerolle, mais tout ce débat me fait penser, et sûrement ça vous y fait penser aussi, aux circonstances de l'appel de Cochin. Qui n'était pas l'appel de Jacques Chirac qui n'a fait que le lire, mais qui était l'appel de Marie-France Garot. Vous voyez, c'était une femme qui refusait justement la soumission et qui refusait la perte de souveraineté. Eh bien moi j'ai relu cet appel de Cochin. On pourrait quasiment encore aujourd'hui le signer. Quoi par exemple? C'est pourquoi nous disons non. Non à la politique de la supranationalité, non à l'asservissement économique, non à l'effacement international de la France. Favorable à l'organisation européenne, oui, nous le sommes pleinement, nous voulons autant que d'autres que se fasse l'Europe, mais une Europe européenne où la France conduise son destin de grande nation. Et ça n'est pas évidemment le cas. C'est, vous savez, le texte dans lequel Jacques Chirac parlait de ceux qui étaient pour l'intégration européenne, en parlant d'eux, en disant le parti de l'étranger. Alors, vous trouvez qu'il y a un parti de l'étranger en France aujourd'hui? Ah, écoutez, en tout cas, il y a non pas un parti de l'étranger, mais un parti qui n'est plus un parti patriote. Mais qui? Il n'y a plus de parti patriote. Qui visez-vous en disant ça? Mais tous ceux qui sont en train de brader notre pays. Nicolas Sarkozy du parti de l'étranger? Non, non, Nicolas Sarkozy n'aime pas la France. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis sur votre antenne. Il n'aime pas la France. Parce que s'il aimait la France, il n'aurait pas du peuple français la vision qu'il a et qu'il exprime en toutes circonstances. Un peuple figé, un peuple peureux, un peuple paresseux. S'il aimait la France, il la verrait telle qu'elle est, c'est-à-dire une grande puissance, et pas ce petit pays frileux qu'il décrit en permanence, et surtout s'il aimait la France. Il tiendrait à lui conserver ce qui est son bien le plus cher, sa liberté. Il y a des millions de nos compatriotes, monsieur Mazerolle, qui sont morts au cours de notre histoire pour que nous restions un peuple libre, pour qu'aujourd'hui on brade notre souveraineté, notre liberté à une puissance supranationale. Mais c'est inenvisageable. Est-ce que vous reprendriez les appréciations qu'on a entendues au cours de la semaine sur une résurgence, une réapparition du nationalisme allemand, des comparaisons avec Bismarck? Mais non, monsieur Mazerolle, parce que dans la critique que je formule, ça n'est pas une critique contre l'Allemagne. Que l'Allemagne défende les intérêts de l'Allemagne, ça me paraît tout à fait naturel. Les critiques que je formule, c'est à l'égard évidemment de Nicolas Sarkozy, de nos dirigeants, c'est-à-dire de ceux qui défendent les intérêts de l'Allemagne et non pas les intérêts du pays qu'il dirige. Vous dites que Nicolas Sarkozy défend les intérêts de l'Allemagne? Je dis que Nicolas Sarkozy ne défend pas les intérêts de la France et se soumet aux desiderata de l'Allemagne. Mais que l'Allemagne défende encore une fois ses intérêts, ça paraît assez naturel. Vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous diriez à Madame Merkel? Je dirais à Madame Merkel, vous ne pouvez pas aller contre la volonté de votre peuple. Votre peuple vient de dire à 60% qu'il considère que l'euro est une mauvaise chose, a été une mauvaise chose. Il faut que nous organisions, même si c'est nécessaire, des référendums dans l'ensemble de nos pays, que nous nous mettions autour d'une table et que nous prenions la tête du retour à nos monnaies nationales. Parce que c'est la seule manière de sortir la tête haute et surtout de sortir nos pays du marasme économique effrayant dans lequel ils sont plongés aujourd'hui. Alors, vous aurez l'occasion de reparler de ça tout à l'heure. Je voulais aussi parler d'un autre point qui a été traité par Nicolas Sarkozy, c'est Schengen. Or, le 13 décembre, les ministres de l'Intérieur européens doivent se retrouver pour faire en sorte que cet espace Schengen soit davantage surveillé, qu'il y ait la possibilité, plus qu'auparavant, de rétablir, en cas de besoin, des contrôles aux frontières. Ça vous satisfait? Ça existe déjà, monsieur. Il y a la possibilité avec Schengen. Oui, mais
améliorer les règles pour Oui, permettre d'accord, oui. Oui, on de nous dit rétablir. ça, encore une fois, on nous dit ces ça, contrôles mais plus tout souvent. ça est extrêmement vague. Tout ça sont des promesses. La réalité, c'est qu'il existe déjà la possibilité, en cas de difficulté, de remettre en place les contrôles aux frontières. Je l'ai réclamé il y a plusieurs mois face aux vagues d'immigration clandestine en provenance de Tunisie. Je le réclame toujours aujourd'hui parce que compte tenu des résultats électoraux en Égypte, compte tenu de la manière dont les islamistes ont pris le pouvoir grâce au gouvernement français en Libye, il y a des chances pour que ces vagues d'immigration s'accélèrent. On reparlera de ce qui se passe dans les pays arabes tout à l'heure. Vous trouvez que Claude Guéant est un bon ministre de l'Intérieur? Vous avez dit merci l'autre jour, mais lui aujourd'hui, il dit « Attendez, moi j'ai rien à voir avec le FN. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle ne sera pas présente au deuxième tour. » Non, je trouve que c'est un très mauvais ministre de l'Intérieur. Quand même, vous lui avez dit merci l'autre jour. Je lui ai dit merci de plaider coupable. Merci de nous expliquer que Nicolas Sarkozy a mené une politique d'immigration catastrophique. Puisqu'il vient dire que ministre de l'Intérieur, alors même que Nicolas Sarkozy est en charge de ces problématiques depuis 10 ans, 10 longues années. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, M. Mazerolle, nous étions beaucoup plus jeunes, et vous et moi, hein, on avait l'avenir encore Surtout devant moi. nous. Hein, bon. Eh bien, pendant 10 ans, il n'a rien fait. 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. 10 ans. En 10 ans, il a réussi à arrive à un point où il fait entrer aujourd'hui légalement, c'est-à-dire l'aspect de l'immigration où il a le pouvoir comme dirigeant. Légalement, il fait entrer 203 000 étrangers dans notre pays par an. 203 000. C'est-à-dire 80% de plus qu'en l'an 2000, quand Lionel Jospin, qui est pourtant socialiste, était au pouvoir. Donc je viens dire à Monsieur Guéant, merci d'admettre que vous avez été parfaitement incompétent dans ce domaine et que vous avez fait exactement l'inverse de ce que vous aviez promis aux électeurs. Vous aviez demandé à François Fillon, le Premier ministre, de lever la règle de l'obligation pour un maire de déclarer le nom du candidat qu'il parraine pour l'élection présidentielle, ceci dans la quête des signatures, puisqu'il vous faut, à vous comme tous les autres candidats, 500 signatures pour pouvoir vous présenter. François Fillon vous a dit non, on va maintenir la règle de l'obligation de déclarer le candidat pour lequel on se prononce. C'est pas la déclaration, c'est la publication des noms des maires qui ont parrainé des candidats. Alors, il vous a dit non. Est-ce que vous allez aller plus loin? Oui, je vais aller plus loin. Je vais mener une bataille juridique et constitutionnelle, parce qu'il me semble que cette règle est parfaitement anticonstitutionnelle aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que M. Fillon a rendu une décision politique. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors concrètement? Il a quand même, alors qu'il sait que cette mesure a totalement dérivé, alors qu'il sait qu'il y a des pressions qui s'exercent sur les maires de petites communes, alors que les maires de petites communes réclament à corps et à cri justement l'anonymat des parrainages, eh bien il a dit non pour conserver entre ses mains, celle de l'UMP et celle du PS, la possibilité de choisir qui sera candidat et qui ne le sera pas. À ceux qui sont candidats, on donne les parrainages. Et à ceux qu'on ne veut pas voir dans la course présidentielle, eh bien, on fait des pressions par l'intermédiaire des conseils généraux, des conseils régionaux, des communautés de communes, pour leur expliquer qu'il serait bon qu'ils ne parrainent pas tel ou tel. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette situation? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Alors, je vais saisir la justice et je vais poser la question de la constitutionnalité de cette mesure au moment où, encore une fois, elle apparaît non plus comme un acte administratif, ce qu'elle était lors de son vote initial, mais comme une sorte de soutien politique, comme une sorte de vote, comme si les grands électeurs votaient, mais sans le secret, en quelque sorte. La question prioritaire de constitutionnalité. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais qui existe grâce à Nicolas Sarkozy. Oui, mais d'ailleurs. M. Fillon ne s'en sortira pas comme cela. Je demande, moi, aux Français de se souvenir qu'il aura pris le risque d'empêcher une candidate qui représente 20% de l'électorat de ne pas être présente à l'élection présidentielle. Justement, vous êtes très haut placé dans les sondages, mais néanmoins, la crise ne vous a pas fait monter dans les sondages, alors qu'on pourrait penser que justement c'est un atout pour vous, que c'est un argument compte tenu de vos prises de position. Comment se fait-il? Parce que je pense qu'on fait peur aux Français.
et que nous sommes exactement dans la situation dans laquelle nous étions pendant le débat sur la Constitution européenne. On a fait peur aux Français. On leur a dit, si vous votez non au référendum, ça va être épouvantable. Ils ont voté non. Ça va être eh ben oui. Et donc, il s'est rien passé, sauf que leur parole n'a pas été entendue ni respectée, et que les dirigeants PS et UMP ont voté dans leur dos pour leur imposer un traité dont ils ne voulaient pas, et dont ils nous expliquent aujourd'hui d'ailleurs qu'il était mauvais. Vous voyez comme quoi les Français étaient plus sages que ceux qui les dirigent. Bon, et donc je pense que cette campagne présidentielle va servir à rassurer les Français en leur expliquant que le système veut à tout prix conserver l'euro, parce que cet euro, eh bien, elle bénéficie à quelques-uns, mais elle est un drame pour l'immense majorité des Français, et qu'ils n'ont pas de crainte à avoir en refusant de se faire comment dire, ruiner par le sauvetage à tout prix, et donc à un prix exorbitant de cette monnaie unique. On marque une pause et puis on parle avec vous des élections dans les pays